Alors, le but c'était de ce diaporama, c'était d'expliquer les différentes euh, choses qu'on avait observées dans le tableau hein, sur les deux types de dorsales. Alors, attendez, excusez-moi, hop, je suis pas sur le bon truc, voilà. Donc, dans celui-là, donc, les deux vitesses différentes, dorsale lente, dorsale rapide, la morphologie et les roches qu'on pouvait observer dans chacune des dorsales. Alors, la première des choses qu'il y avait à faire, donc, c'était de lire un petit texte, pas très compliqué, il y avait juste du nouveau vocabulaire à acquérir. Donc l'introduction, en fait, on vous disait hein, qu'il y avait deux types de croûtes, de dorsales, qui différaient selon la vitesse de chaque dorsale. Il y a des dorsales qui ont une vitesse très rapide d'extension qui sont de l'ordre de 16 cm par an, et d'autres dorsales qui sont très très lentes, de l'ordre de 2 cm par an. Ça peut même descendre jusqu'à 0,5 cm par an pour les plus lentes. Ce qu'il y avait à comprendre autrement, donc, c'est que nos dorsales océaniques, qui s'étendent sur 70 000 km hein, à travers les océans de la Terre, euh, elles se forment par formation de nouveaux matériels crustal. Alors crustal, il faut penser à croûte, hein, mais en gros c'est une nouvelle croûte qui va être poussée de chaque côté, qui va laisser place hein, à encore du nouveau matériel, qui va être poussé de chaque côté, qui va laisser place à encore du nouveau matériel crustal. Ce processus de formation, il est relativement continu, pas totalement continu, mais il s'appelle l'accrétion océanique. Donc ça, c'est un nouveau terme à apprendre. L'accrétion océanique, hein, c'est la formation de nouveaux matériels crustal au niveau des dorsales. Voilà. Donc, ce taux d'accrétion océanique, il est variable. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est variable, ce taux d'accrétion, donc cette formation de nouveaux matériels. Et donc, cette accrétion océanique, plus elle est importante, plus la vitesse d'extension de l'océan, hein, d'expansion de l'océan, pardon, va être importante. Et plus la vitesse de chaque plaque va être importante aussi. Voilà, les deux sont corrélés. Donc, ce taux d'accrétion et taux d'ouverture, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il est déterminé, ça c'est ce qu'on a dit dans le chapitre précédent, grâce aux anomalies magnétiques, les sédiments qui sont en contact avec les basaltes, les données GPS ou les aliments volcaniques. Hein, vous vous rappelez, c'est tout ce qu'on a fait dans le diapo suivant, de calculer des vitesses. Voilà, ça c'était juste un petit rappel pour le coup. Donc voilà, ensuite, donc ça c'était surtout le nouveau terme accrétion océanique, formation de nouveaux matériels crustal. Voilà. Alors, je vous demandais de faire le lien essayer de faire un lien en tout cas entre les types de dorsales, rapides ou lentes, et nos zones de subduction. Alors, ce qu'on a pu comprendre, hein, on a pu établir comme hypothèse, c'est que nos dorsales rapides, qu'est-ce qu'il y avait autour? De l'autre côté des plaques, hein, on avait des zones de subduction. Donc là, ici, hein, pour notre plaque donc sud-africaine, qui est la plaque Nazca, hein, celle-ci, hein, et notre plaque océanique Pacifique qui est bordée également de l'autre côté de nombreuses zones de subduction. Alors que pour notre dorsale lente, on voit aucune zone de subduction, en tout cas de ce côté-là, il n'y en a qu'une toute petite. Donc on peut se dire finalement que notre dorsale lente, on voit qu'il n'y a pas de zone de subduction autour, alors que nos dorsales rapides, de l'autre côté de la plaque, hein, on a des zones de subduction. Donc on pouvait se dire, ah bah tiens, les zones de subduction augmentent peut-être la vitesse de chaque plaque. Euh, Influence en tout cas la présence de dorsales lentes et dorsales rapides. Et ici, hein, sur le schéma, hein, on voit bien que nos dorsales lentes, hein, eh bien, donc on a un mouvement de convection qui entraîne le mouvement de l'ouverture en tout cas de notre dorsale, mais de chaque côté, il n'y a pas de zone de subduction. Alors que pour notre dorsale rapide, là, on aurait pu refaire la même chose, les mêmes petites flèches hein, ici, hein, hop, une flèche ici, une flèche ici. On a toujours notre mouvement de convection qui va faire qu'on a ouverture de notre dorsale, hein, ouverture de notre océan, mais en tout cas, on a ici une zone de subduction qui fait qu'on a augmentation de la vitesse de notre dorsale. Alors, si je vais un peu plus loin dans la réflexion, pour notre dorsale lente et notre dorsale rapide, on a des mouvements hein, de convection. Alors ça, c'est dans le texte qui était un peu plus loin, hein, qui était expliqué. Hein. On a des mouvements de convection qui vont permettre hein, l'ouverture d'un rift. Alors hop, je vais dans le schéma directement, je vais vous expliquer ça maintenant. Donc en fait, lors de la naissance d'un océan, on est au milieu d'un continent et on a nos mouvements de convection hop, dans le manteau qui vont faire qu'il y a ouverture, hein, qu'il va y avoir mouvement de divergence et ouverture. Hein, notre croûte va s'écarter, va finir par rompre. Hein, il y a cassure, hein, il y a des failles normales qui se forment et on a ouverture hein, de notre croûte continentale. Et là, on a remonté hein, de notre manteau asténosphérique
Et c'est comme ça qu'on a formation d'une dorsale et début d'une formation d'une croûte océanique et l'ouverture d'un océan. Ça, c'est dû au mouvement principalement début de convection qu'il y a dans notre manteau. Donc ici, on a des mouvements de convection qui font que on a ouverture, d'accord, de la dorsale, mais on n'a pas de zone de subduction de chaque côté, donc notre dorsale va se faire lentement, va s'ouvrir lentement uniquement dû au mouvement de convection. Alors que pour une dorsale rapide, on a toujours des mouvements de convection qui vont faire qu'on a d'abord ouverture de notre océan au sein d'un continent finalement, mais qu'au bout d'un moment notre croûte, notre croûte océanique, notre lithosphère océanique va plonger dans notre manteau asténosphérique au niveau d'une zone de subduction, donc à l'opposé de notre plaque. Et en fait, si vous voulez, notre lithosphère ici océanique, elle est très lourde, parce qu'on va voir plus tard dans le chapitre suivant qu'elle est beaucoup plus lourde dans cette zone-là. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle va plonger dans le manteau asténosphérique. Et finalement, il faut voir un petit peu ça comme une corde avec au bout un poids. Donc en fait, ce poids va tirer le reste de la plaque. Et donc ça va faire en sorte que notre croûte, notre lithosphère, va être tirée de plus en plus rapidement. Et que ici, en fait, on a remonté de nos matériaux asténosphériques de façon beaucoup plus importante parce que l'ouverture ici se fait rapidement. Voilà, donc ça va te permettre de comprendre après pourquoi on a formation plus rapidement de matériaux matériel crustal, voilà, pardon, au niveau de notre dorsale rapide, et alors qu'au niveau de notre dorsale lente, on va voir que c'est uniquement le manteau asténosphérique qui va remonter, et ceci de façon très lente. Alors on va voir un peu plus loin du coup le fonctionnement d'une dorsale rapide. Alors la première chose que je vous demandais c'était de montrer qu'il y avait du magma à l'aplomb d'une dorsale rapide. Oui, parce qu'on voit qu'une dorsale rapide, il y a formation de matériaux crustaux de façon plus intense. Alors pourquoi? Donc déjà, mise en évidence de la présence de magma. Alors bien sûr en surface on voit bien qu'il y avait des basaltes en coussin, le magma sort, donc ça c'est pas très compliqué, ça se fait au niveau de fissures, au niveau des dorsales rapides. Ensuite on avait là ici deux techniques, le profil de sismique réflexion qui nous permet de voir des surfaces de réflexion plus importantes. Ça, en fait, ça s'explique en fait dû à la chambre magmatique. Tout autour de votre chambre magmatique, vous avez échange finalement avec les roches environnantes de chaleur. Et donc, tout autour de notre chambre magmatique, on va avoir des cristaux qui vont se former, qui sont issus du magma de notre chambre magmatique, mais ils vont cristalliser dû à l'échange de chaleur avec les roches environnantes. Ces cristaux, il va y avoir une réflexion plus importante de nos ondes sismiques, et donc ça va mettre en évidence une chambre magmatique. Voilà. Et également, pour la tomographie sismique, on va avoir une anomalie négative due à la vitesse plus faible, due à la chaleur de nos ondes. D'accord, les ondes sont ralenties, ce qui témoigne de la présence d'un magma. Voilà, donc là c'était deux techniques qui nous permettent de détecter des chambres magmatiques à l'aplomb des dorsales. Voilà. Donc déjà la présence de magma. Maintenant on va se poser la question, pourquoi du magma? Pourquoi on aura des magmas au niveau d'une dorsale rapide et pourquoi on aura du magma au niveau d'une dorsale lente? Alors, ça, je vous avais fait un petit texte où j'expliquais pas mal de choses, alors on va le relire ensemble. Les mouvements de convection du manteau asténosphérique permettent la naissance des océans au sein d'un continent. Donc ces mouvements de convection entraînent un mouvement de divergence en surface, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop, mouvement de divergence par rapport au mouvement de convection. C'est ces mouvements de convection qui entraînent ces mouvements de divergence. Le rift continental de départ s'élargit petit à petit pour laisser place à un océan. Donc là on est rendu ici, voilà. Donc les mouvements des plaques océaniques et donc la vitesse d'ouverture des océans peuvent être augmentés lorsqu'une des deux plaques océaniques plonge en bordure des océans dans l'asténosphère au niveau d'une zone de subduction. Donc ça c'est ce que je vous dis dans votre texte et c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc celle-ci entraîne avec elle le reste de la plaque. Lors de ce type d'ouverture rapide, le manteau asténosphérique remonte rapidement. Hop là, ça commence à nous intéresser. Tout ce qu'il y avait en fait dans le texte, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Et donc là, je vous dis, ça remonte rapidement ce manteau asténosphérique. Et le fait que ça remonte très rapidement,
donc là il faut voir une remontée rapide de notre asténosphère, eh bien les échanges de chaleur avec les roches environnantes de la lithosphère plus froide se font peu, voire pas, ou n'ont pas le temps de se faire. On parle de décompression adiabatique. Attention, nouveau vocabulaire à connaître. Décompression, pourquoi? Décompression, c'est-à-dire que bien évidemment, la pression diminue, plus on va vers la surface, elle augmente, plus on va en profondeur, elle diminue, plus on va en surface. Donc là, notre roche remonte, on a une décompression qui se fait. Adiabatique, ça veut dire sans échange de chaleur, parce que c'est trop rapide pour qu'il y ait échange de chaleur. Donc en fait, on a une remontée des roches, une décompression, mais pas de baisse de la température. Alors si on va voir notre diagramme que je vous ai donné ici, donc logiquement on devrait avoir un géotherme de notre péridotie, là on a le diagramme de phase de péridotie. C'est quoi un diagramme de phase? C'est que pour une température et une pression donnée, en fait notre péridotite va être soit solide avec un petit peu de liquide, soit liquide. On va dire elle va être stable dans ce domaine de température-pression, alors qu'elle va être liquide, on va dire, et stable dans ce domaine de température-pression. Donc en fait, un diagramme de phase, c'est ce qui montre, en fait, en gros, dans quel domaine sont de température et de pression se trouverait une roche. Donc là, en l'occurrence, une péridotite. Donc ici, on a notre géotherme océanique. Voilà, donc on a logiquement nos océans pour notre croûte océanique. Pour une température donnée, on retrouve une pression donnée. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que sous une dorsale, notre manteau asténosphérique, il va y avoir une décompression qui se fait, mais sans baisse de la température. Donc en gros, notre courbe qu'il y a ici, sous la dorsale, en fait, elle va être plus haute, d'accord? Mais pas vers là, d'accord? On a vraiment seulement la pression qui va diminuer, donc en fait elle va être ici, et ce qui fait que pour une température de 1300 degrés, on arrive dans cette zone-là. Voilà, vous voyez ici, là je vous parle bien d'un géotherme sous une dorsale rapide, donc ici, c'est bien ce qu'on obtient. Notre géotherme océanique, en fait, il va se déplacer vers le haut parce qu'il y a des compressions, mais pas vers la gauche parce qu'il n'y a pas de baisse de la température. Donc on va arriver dans les domaines solides-liquides. Et ce que je vous mettais ici, que je vous ai répété dans le texte, c'est qu'à 20 km de profondeur, la pression est d'environ 6 kbar. Donc ici, hop, environ 20 km de profondeur et avec une température de 1300 degrés. D'accord? Je retourne sur ce diagramme-là, donc celui-ci ou celui-ci. Donc là, on est en kilobars, donc 6 kilobars, on est à peu près ici, et bien avec 1300 degrés, donc on est dans une phase solide plus liquide. Donc on n'est pas totalement dans du liquide, on est dans un solide qui a commencé à se transformer en magma. Voilà. Ici, je vous ai mis ce graphique pour vous expliquer, parce qu'on va en avoir besoin après, ce que c'est qu'une ligne isotherme. C'est une ligne ou une surface qui relie tous les points du globe qui sont à la même température. Donc que ce soit ici, ici ou ici, on a une température de 1300 degrés. Donc ici, à une profondeur de 20 km qui correspond à 6 kbar, on a bien une température de 1300 degrés. Ok, donc ça nous explique en fait, en gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour une dorsale rapide, donc notre dorsale rapide, on a des mouvements de convection qui se font, qui entraînent des mouvements de divergence, ouverture d'un océan, sauf qu'à un moment, alors là on ne voit pas, c'était plus pour vous montrer la naissance d'un océan, mais en fait dans un dorsale rapide, de l'autre côté on aurait notre plaque lithosphérique qui plongerait sous notre plaque continentale due à une subduction, et cette plaque entraînerait l'autre bout de la plaque, ce qui fait qu'on aurait une ouverture beaucoup plus rapide. Et donc on aurait remonté de notre matériau asténosphérique beaucoup plus rapide. On a une décompression adiabatique, décompression sans échange de chaleur avec les roches environnantes, ce qui fait que notre péridotite, au lieu d'être ici dans le solidus, dans le solide, elle va passer le solidus et elle va passer dans la partie de la phase, on va dire solide plus magma de la péridotite. Donc il va y avoir fusion partielle. Les petites gouttelettes, là, je vous l'explique dans la dernière diapo, on a des petites gouttelettes qui se forment et qui vont remonter, parce que ces petites gouttelettes-là, elles sont donc liquides, elles vont remonter en tout cas, donc, parce qu'elles sont moins denses, elles vont remonter et elles vont arriver dans une zone où il y aura la même densité, hop,
vous montrer ici. Il y aura la même densité hein, pour nos gouttelettes hein, que les roches environnantes et elles vont s'arrêter donc du coup dans une zone et ça va former notre chambre magmatique. Et donc notre magma va remonter à la surface et va permettre la formation de notre gabbro et de nos basaltes. Alors pourquoi du gabbro, pourquoi du basalte? Ça, on y avait répondu dans les cours précédents. Du gabbro parce que le refroidissement se fait lentement, donc on a des beaux cristaux bien formés, alors que notre basalte se fait trop rapidement pour qu'il y ait des cristaux, des beaux cristaux formés. Donc on obtient bien deux roches différentes, mais qui sont finalement de même composition, on a les mêmes minéraux, mais il y en a un où il y a des beaux minéraux bien formés dû à un refroidissement lent, et l'autre on a des minéraux des petits cristaux dû à un refroidissement rapide. Donc on aura d'ailleurs autour de ces cristaux des solides amorphes, je vous le rappelle. Voilà pourquoi on obtient de la péridotite ici, du gabbro ici et des basaltes. Voilà, donc c'est ce qui explique hein, pour notre dorsale rapide hein, aussi qu'on a un bombement parce qu'il y a apport quasiment continuel de magma hein, et formation de nouvelles croûtes dans cette zone-là. Voilà. Donc on a expliqué tout ça. Ensuite, on a expliqué pour notre dorsale lente la vitesse faible, mais on va expliquer maintenant pourquoi on obtient un rift et pourquoi on obtient ça, voilà, comme croûte. Parce que nous, on a l'habitude de voir ça, mais pourquoi là, finalement, on obtient ça et non pas ça. Alors, c'est très simple, maintenant que vous avez compris les dorsales rapides, vous allez très vite comprendre les dorsales lentes. Donc au niveau, ce que je vous expliquais, c'est qu'au niveau d'une dorsale lente, seuls les mouvements de convection permettent le mouvement de divergence, ça je vous l'ai expliqué au début. Donc finalement, au lieu d'une remontée rapide du manteau, on n'a qu'une remontée lente du manteau. Et donc la chaleur s'équilibre avec les roches environnantes. Et oui, on a le temps d'avoir un équilibre. Donc au lieu d'avoir une remontée, hop, vers le haut seulement, on a une remontée vers le haut, mais aussi vers la gauche. Parce qu'on a une baisse de température, d'accord ? Donc on n'a pas de passage hein, dans cette zone solide plus liquide. On n'a pas de dépassement du solidus dans une dorsale lente. Donc on n'a pas de formation de magma. Ok ? Donc ça explique pourquoi on n'a pas de croûte telle que l'on entend comme celle-ci. Voilà, parce qu'on a très peu de magma. On va voir qu'il y a quelques lentilles de gabbro, mais on va expliquer pourquoi. En tout cas, c'est pas dû à la formation de chambres magmatiques, c'est pas dû à une décompression adiabatique. À la base, finalement, normalement, on n'a que de la péridotite. On va expliquer après pourquoi on a quelques petites lentilles de gabbro et la formation de basalte par-ci par-là. Donc, lorsque on a la création d'une croûte océanique au niveau d'une dorsale lente, on n'a que des processus tectoniques, donc plus ouverture due à ces mouvements de divergence, et non pas des processus magmatiques dus à la formation de magma au niveau d'une chambre magmatique, qui fait qu'on a beaucoup d'apports de matériaux cristaux, ce qui va faire que même ça va aider finalement à l'ouverture de notre dorsale, ce qui va se faire de plus en plus rapide. L'un entraîne l'autre. Donc cette formation de nouvelles lithosphères océaniques au niveau d'une faille, d'une dorsale lente, elle se fait uniquement par remontée à l'affleurement de nouveaux matériaux. On parle d'exhumation du manteau. D'accord ? Donc mouvement de divergence, remontée du manteau, hein, voilà, on n'a pas de formation de magma, c'est juste le manteau qui va finalement sortir, hein, ressortir, il n'y a pas de formation de nouvelles croûtes, c'est le manteau hein, qui arrive, hein, imaginez de chaque côté, hein, on a notre croûte continentale, mais cette croûte continentale elle va se fracturer, on va avoir du coup sorti hein, finalement du manteau, voilà, donc c'est pour ça qu'on a de la péridotite, ici, beaucoup de péridotite, d'accord, en surface, et ce mouvement de divergence va faire qu'on a une faille de détachement qui va se former, une faille principale de détachement, le long de laquelle en fait le manteau remonte, d'accord ? Et ce manteau, hein, une fois qu'il y a une portion assez importante qui est remontée, il va y avoir arrêt de l'exhumation du manteau, mais le mouvement de divergence continue, et donc il y a plein de petites failles qui vont se former. Voilà, en gros, le mouvement de divergence continue, hein, et du coup, on va avoir des failles qui vont se former, d'accord ? Et ici, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit qu'il y a du magma qui est injecté le long de la faille de détachement. Alors, on va essayer d'aller voir pourquoi. Donc, quand on a des failles qui se forment comme ça, on est quand même sous les océans. Qui dit faille, qui dit fissure, hein, dit rentrée de l'eau hein, dans les failles. Hein. L'eau de mer pénètre dans les failles, c'est ce que je vous dis ici. Hein. Il y a hydratation, du coup, de nos péridotites, de nos roches péridotiques. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Là,
on vous dit quoi avec ce diagramme de phase de la péridotite? On parle d'un diagramme de phase de péridotite hydratée. Et oui, il faut savoir que quand une roche est hydratée, son solidus ne va pas rester ici, mais va être déplacé vers la gauche. D'accord? En gros, il y a besoin d'une température moins importante pour passer dans une zone solide, liquide. D'accord? Donc, ce qui fait que finalement, si on vous regarde bien, notre géotherme sous la dorsale, là, eh bien, il va passer dans la phase solide, liquide. D'accord? Dû à notre solidus hydraté, dû à notre roche hydratée. Donc, par-ci, par-là, où il y a beaucoup de contact avec l'eau, on va avoir formation de petites gouttelettes de magma et donc de petites chambres, on va dire, mini chambres de magmatiques. On va parler de lentilles de gabbro, d'accord? Parce que c'est pas du tout aussi gros que des chambres de magma, mais c'est une petite accumulation de gouttelettes de magma et c'est ce qui va former ces petites lentilles de gabbro. Et certaines vont arriver à la surface et ça va donner du coup des lentilles, des petites formations de basalte. Voilà. Comme on peut voir ici. Mais ça peut être beaucoup plus épars, des petits basaltes en coussin. Donc voilà, donc ça explique. Maintenant, on a expliqué du coup pourquoi on avait des lentilles de gabbro, pourquoi on avait des basaltes en coussin, pourquoi on avait de la péridotite. Alors là, on vous parle de la péridotite serpentinisée. On vous parle bien de péridotite hydratée, on vous dit. Et oui, notre péridotite qui est en contact avec l'eau, l'olivine, vous vous rappelez de notre péridotite, on l'avait vu au premier chapitre, nos beaux cristaux d'olivine qui sont bien globuleux et très très colorés en lumière polarisée analysée, eh bien, ils vont se transformer. Et on va voir, si on les regarde sous le logiciel Minus, on voit qu'il y a des groupements OH. O c'est rouge, H c'est blanc. D'accord? Contrairement ici, il n'y en a pas pour l'olivine. Donc l'olivine va se transformer en serpentine, ce qui est un minéral hydraté parce que les groupements OH sont le signe d'une hydratation. Donc notre olivine se transforme en serpentine et donc on va obtenir de la péridotite, on va parler de péridotite serpentinisée et même quand elle est très vieille, cette péridotite serpentinisée, donc quand toute l'olivine s'est transformée en serpentine, on va parler de serpentine, voilà, d'une roche serpentine. Donc, où j'en étais? Donc, dans notre serpentine, l'hydratation des péridotites en serpentine va faciliter le détachement. Voilà, parce que notre roche va plus facilement glisser, d'accord, sur notre serpentine. Pourquoi? Parce que c'est une roche qui devient ductile et non solide, d'accord? Voilà, donc lorsque la portion de manteau exhumé ne peut plus s'étendre, une nouvelle faille de détachement va se mettre en place. Donc quand toutes ces failles se sont créées, on est au maximum. On a écartement, notre manteau continue, notre croûte océanique va continuer de se déplacer, notre lithosphère océanique plutôt, le terme, parce qu'il n'y a presque pas de croûte. Notre croûte océanique au niveau des dorsales, si je reprends ici, notre croûte océanique, c'est que ces petits morceaux-là, d'accord? Là, on a tout ça comme croûte, alors que là, on n'en a presque pas. Voilà. On a surtout du manteau lithosphérique, voilà, et très peu de croûte lithosphérique. Donc voilà, notre lithosphère océanique va continuer de s'ouvrir et on a déplacement de notre première faille de détachement sur le côté et on a formation d'une nouvelle faille de détachement et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Mais ça c'est très très lent comparé à une dorsale rapide. D'accord ? Voilà, donc maintenant vous savez pourquoi vous avez tel type de roche, pourquoi vous avez tel type de morphologie, oui, pourquoi on a un rift, parce que oui, on a très peu de nouveaux matériaux qui se forment, donc on n'a pas un bombement, mais plutôt un creux, parce qu'on a surtout un mouvement de divergence avec des failles normales, donc on a plutôt un affaissement plutôt qu'un bombement, voilà, un mouvement important. Donc voilà comment on explique tout ça. Maintenant, dernière chose à expliquer, c'est comment à partir d'un premier magma qui a donné de la péridotite, on peut obtenir finalement d'autres roches, des gabbros et des basaltes. Attention, différence gabbro-basalte, c'est vraiment uniquement la vitesse de refroidissement. C'est le magma qui est à l'origine des deux. Mais comment on obtient un magma, une roche différente, alors que pourtant on a de la péridotite? On devrait obtenir finalement peut-être de la péridotite. Et non, parce que lorsque vous avez de la péridotite qui commence partiellement à fondre, c'est pas, on va dire que là on a un grain de péridotite, c'est pas tout le grain qui va fondre, d'accord, on va dire une fraction de grain. C'est des minéraux, ce sont
des éléments chimiques, pardon, on va chercher mon mot, qui vont préférentiellement partir dans la partie liquide, dans la partie fusionnée, hein, et d'autres qui vont, certains éléments chimiques qui vont qui vont préférentiellement rester dans la partie solide. En gros, c'est que vous avez des éléments chimiques qui vont en premier plus facilement fondre, alors que d'autres, il va falloir des températures plus élevées pour qu'ils, on va dire, fusionnent, d'accord? Donc ce qui fait qu'on a certains éléments chimiques qui vont partir dans la phase liquide et certains éléments chimiques qui vont rester dans la phase solide. Donc quand on a une fusion partielle, on obtient un magma qui est différent du magma d'origine qui aurait donné naissance à la péridotite. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, si on aurait fait fondre toute notre péridotite là, on aurait obtenu le même magma, donc refroidissement, on aurait obtenu de nouveau une péridotite. Alors que là, finalement, on a une fraction, on n'a pas les mêmes éléments chimiques dans le magma que le magma qui a donné naissance à notre péridotite initiale. Donc on va obtenir, après refroidissement, hein, après extraction du liquide et refroidissement, on va obtenir un gabbro différent. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc après, on peut aussi avoir une modification de notre péridotite, hein, mais on appelle ça toujours de la péridotite, mais elle va être peu variable. Et donc voilà. En gros, on a perte de quelques éléments et formation, hein, de nouveaux matériaux crustaux, notre gabbro et notre basalte qui diffèrent uniquement par la vitesse de refroidissement, comme je vous ai dit. On parle du coup d'éléments chimiques, hein, réfractaires pour ceux qui restent dans la partie non fondue. Voilà. Voilà. Donc je vous ai à peu près tout, enfin je vous ai tout expliqué. Maintenant, vous n'avez plus qu'à bosser. Au revoir.